Le Vietnam. L'ultime étape du Mékong dans son parcours à travers l'Asie du Sud-Est. C'est ici que se trouve le delta du fleuve. Le delta du Mékong est l'une des régions offrant le plus de biodiversité au monde. Un véritable joyau pour le Vietnam. Dans les hauteurs de la canopée, comme dans les profondeurs des vasières, les mangroves bouillonnent de vie. Mais cet environnement changeant n'est pas de tout repos pour ceux qui y vivent. Entre les spectaculaires marées quotidiennes, les pluies torrentielles et les crues saisonnières, chaque espèce a dû s'adapter au cours de son histoire pour survivre dans ce paysage façonné par le Mékong lui-même. Le delta supérieur du Mékong. Une immense étendue de zones humides que doit traverser le fleuve avant de se jeter enfin dans la mer de Chine méridionale. Au cours des millénaires, ce paysage plat a forcé le fleuve à se diviser en canaux de plus en plus étroits. Aujourd'hui, la région est un dense labyrinthe de mangroves et de courants sinueux. Un véritable trésor biologique. Les mangroves sont inaccessibles aux humains. C'est l'un des rares endroits où les animaux règnent encore. La forêt se réveille dans un bruissement de sa canopée. Les macaques à longue queue vivent partout dans les mangroves. La nuit, ils dorment dans la canopée au-dessus des courants. Une fois réveillés, ils n'ont qu'une chose en tête: le petit déjeuner. Les macaques préfèrent les fruits, mais au mois de mai, les pluies viennent de commencer et il y en a peu à disposition. Avec de jeunes bouches à nourrir, ils mangent tout ce qu'ils trouvent. Mais quelques feuilles ne suffiront pas à satisfaire le groupe affamé. Ce matin, ils cherchent quelque chose en particulier. Un mâle semble avoir trouvé, mais il lui faut un bon point d'observation pour s'en assurer. L'excitation se répand rapidement dans le groupe qui descend vers le bord de la rivière. Ils ont trouvé un courant qui recèle exactement ce qu'ils cherchaient. Le mâle dominant mène l'assaut.
Les autres suivent. Ces macaques ne cherchent pas à se rafraîchir. L'eau transporte de nombreux insectes, noix, feuilles et graines. Comme un tapis roulant de supermarché, elle fournit à tout le monde un repas facile. Les macaques sont de bons nageurs. Ils n'ont pas le choix. Les mangroves sont inondées chaque année de juillet à novembre. Il est donc plus facile de se déplacer en nageant. Mais ce n'est pas tout. Les macaques se reposent sur leur talent de nageur pour également éviter le danger. Ils ont de nombreux prédateurs, les pitons, les chats sauvages et même les chiens. Parfois, sauter dans l'eau est leur seul échappatoire. C'est pour cela qu'ils préfèrent dormir dans les branches qui surplombent les rivières. S'ils se font surprendre par un prédateur, ils n'ont qu'à sauter. L'éclaboussement alerte les autres singes qui cherchent à manger. Les bonnes nouvelles se répandent vite. Bientôt, toute la troupe vient profiter de ce buffet flottant. Les macaques gardent leur aliment dans leur bajou. Ainsi, ils ont les mains libres pour nager et récupérer un maximum d'aliments lorsqu'ils sont dans l'eau. Leur talent aquatique leur permet aussi de chasser les invertébrés marins. C'est ce qui leur vaut le nom de macaques crabiers. Ils n'ont aucun problème à rester sous l'eau. Mais tout le monde n'est pas aussi intrépide. Cet adolescent doit encore apprendre les ficelles. Il a raison d'être nerveux. Les pitons rôdent sur ses rives. Et il n'a aucune chance si l'un d'eux l'attrape par surprise. Il aura intérêt à remonter dans les arbres aussi vite que possible. Hormis quelques pauses bien méritées, le groupe continue à s'activer pendant 2 heures. Leurs bajous sont bientôt prêts à exploser. Mais tout le monde n'a pas profité de ce festin. Cette jeune mère a un problème. Elle ne pourra manger qu'en entrant dans l'eau. Mais son bébé n'est âgé que de quelques semaines et s'accroche constamment à son ventre. Elle ne peut pas se permettre de le laisser sans surveillance sur la rive. D'autres femelles du groupe sont fascinées par les nouveau-nés et peuvent parfois kidnapper les enfants isolés. Elle doit se fier à son instinct. Son bébé sait étonnamment quoi faire. Une fois immergé, il retient son souffle, puis se hisse sur le dos de sa mère. Elle ressort avec les joues pleines et un bébé trempé. Puis elle retourne en sécurité dans la canopée pour profiter de son butin.
Le Mékong est au fondement de toute la vie du delta. Après un voyage de 4150 km depuis sa source au Tibet, le fleuve quitte le Cambodge pour entrer au Vietnam. Sur son trajet vers la mer de Chine, le Mékong traverse une vaste forêt de mangroves. Les mangroves du delta sont des merveilles architecturales de la nature. Leur système complexe de racines abrite d'innombrables espèces animales, aussi bien au-dessus que sous la surface. Cette diversité s'épanouit dans un monde perpétuellement changeant. Ces mangroves subissent les marées. Deux fois par jour, l'eau entre et sort de ces canaux. Dans cet environnement mouvant, la vie n'est pas des plus faciles. Cette difficulté a façonné la vie de nombreuses créatures. Tandis que le niveau baisse, un monde étrange apparaît. Voici des gobies à taches bleues. C'est marée basse. Une femelle sort de son trou pour voir si la voie est libre. Elle a faim. Les gobies vivent en harmonie avec les marées. Deux fois par jour, la boue fraîchement exposée leur donne l'occasion de se nourrir. En secouant la tête de gauche à droite, elle aspire tous les petits animaux et plantes laissés dans la vase. Mais alors que la boue sèche durant la journée, le triage des sédiments devient plus difficile. Les gobies ont développé une solution ingénieuse à ce problème. Elle prend une gorgée d'eau, la transporte vers une zone plus sèche et humidifie la vase pour récupérer les aliments en surface. Leurs nageoires pectorales leur permettent de ramper et de sautiller sur le sol. D'apparence maladroite, elles s'avèrent étonnamment agiles. Les gobies sont des poissons amphibies et peuvent passer de nombreuses heures hors de l'eau. Elles possèdent des branchies, mais sont également capables d'extraire l'oxygène d'une bouffée d'air. Elles respirent aussi à travers leur peau humide. Quand elles commencent à s'assécher, un petit tour dans la boue et le tour est joué. Cette vie terrestre les expose à un inconvénient particulier que la plupart des poissons n'ont pas à subir.
Les mangroves sont infestées de moustiques. Et les gobies font des proies faciles. Il n'y a pas grand-chose à faire. Même se cacher ne suffit pas à se débarrasser de ces nuisibles coriaces. Étant des poissons hors de l'eau, les gobies font également des repas de choix pour les prédateurs. Les oiseaux et même les autres espèces plus grandes de gobies sont une menace constante. Leur vue exceptionnelle constitue leur principale défense. Cette femelle se repose dans les hauts fonds. Avec ses yeux au-dessus de la tête, elle a une vision presque panoramique. Elle peut repérer ses prédateurs, ses proies et ses éventuels partenaires de très loin. Nous sommes en pleine saison des pluies et c'est le moment de frayer. Les gobies mâles sont férocement territoriaux. Ils défendent les environs de leur terrier en espérant attirer les femelles de passage. La plupart des disputes ont lieu aux frontières des territoires. Les esprits s'échauffent très vite. Avec ses postures hautes en couleur, le grand mâle chasse rapidement son rival plus petit. Mais ce sont les gobies femelles qui sont les vraies championnes poids lourds. Elles ont de plus grands territoires, chacun comprenant plusieurs mâles, et elles s'affrontent vigoureusement pour contrôler ces harems masculins. Les femelles sont moins colorées que les mâles. Elles ont un aileron dorsal plus petit et une épine centrale plus longue. Cette petite femelle se trouve à la limite du territoire d'une rivale plus grande. Une dispute éclate presque immédiatement. Les ailerons dressés, elles s'affrontent. Mais la plus petite admet sa défaite en abaissant son aileron. Elle recule lentement sous le regard féroce de sa rivale. Pour l'heure, les mâles des environs demeurent hors de portée de la perdante. Ces poissons remarquables partagent leur domaine vaseux avec d'autres créatures tout aussi étranges. Les crabes vivent ici en nombre. Ils n'ont pas l'air tellement importants, mais ils sont essentiels pour la santé des mangroves. Leurs petites pinces s'activent sans répit. Les crabes sont les ingénieurs de l'écosystème de la mangrove, et uniques dans le sens où ils traitent et transforment l'environnement. Ils rassemblent des boules de vase et de matière organique qu'ils traînent dans leur terrier. Ce faisant, ils aèrent le sol et réapprovisionnent la vase en nutriments. Parmi les crabes du delta du Mékong, les violonistes sont les plus répandus.
À l'instar des gobies, leurs vies sont définies par les marées quotidiennes. Les mâles sont immédiatement reconnaissables à leur énorme pince unique. Ils se nourrissent de détritus et mangent toutes les matières végétales ou animales qu'ils trouvent. Ils tamisent la vase avec leurs petites pinces. Leur nom vient de ce mouvement rapide du sol jusqu'à leur bouche. Ils semblent jouer de leurs grandes pinces comme d'un violon. Avec 2 petites pinces, les femelles se nourrissent 2 fois plus vite que les mâles. La gigantesque pince du mâle a un prix. Mais c'est un atout indéniable lorsqu'il s'agit d'attirer une partenaire ou de défendre son territoire. Un grand mâle défend son terrier face à un rival plus petit. Mais les ennuis ne font que commencer. 2 autres mâles arrivent rapidement. Le plus grand vient l'affronter. Ce combat ne semble guère violent, mais ces crabes peuvent générer une force phénoménale. Les pinces finissent souvent écrasées ou arrachées lorsque les crabes refusent de céder. Le résident bat en retraite. Il a perdu son terrier. Mais au moins, il a toujours sa pince. Bien que les mangroves soient plus animées au niveau de l'eau, quelques créatures s'élèvent au-dessus de cette agitation. Les aigrettes d'un blanc éclatant parsèment la limite des arbres. Ces petits oiseaux nichent sans problème aux côtés d'autres espèces. D'autres habitants de la canopée préfèrent avoir leur propre espace. Chacun a son propre voisinage. Les hérons monopolisent une région. Et les cormorans une autre. La canopée de la mangrove devient une crèche bruyante où les grands oiseaux du delta peuvent élever leurs petits en sécurité. De retour près de la rivière, les macaques se sont nourris toute la matinée. Le groupe s'est rassemblé pour le festin. Leur sécurité vient du nombre, mais plus de macaques signifie plus de compétition. Certains évitent la foule dans l'eau et tentent leur chance dans la vase des berges de la rivière. Quand la nourriture dans l'eau se fait plus rare, ils creusent la vase à la recherche de crabes et d'autres animaux savoureux.
D'autres remontent dans les arbres. Mais la surpopulation finit par avoir ses conséquences. Les esprits s'échauffent. Ces escarmouches durent rarement. Bien que ces macaques vivent en grande communauté, ils n'apprécient pas forcément la compagnie des autres. Plus un groupe est nombreux, moins il y a de nourriture pour chacun. S'ils sont trop nombreux, l'agressivité monte. Les activités sociales comme le toilettage cessent et les macaques deviennent visiblement tendus. Le stress se manifeste par une démangeaison qu'il faut apaiser. Même les petits sont touchés. La seule solution est de se disperser. Un groupe se sépare du clan. Et leur comportement bascule immédiatement. Le toilettage reprend et l'harmonie sociale est retrouvée. La saison des pluies suit son cours et le Mékong déborde peu à peu. La pluie et les inondations transforment le paysage de basse terre et donnent naissance à une vaste étendue de zones humides verdoyantes. L'arrivée de l'eau déclenche une explosion démographique d'insectes et d'autres invertébrés. La base de la chaîne alimentaire. D'autres animaux suivent bientôt. Des milliers d'oiseaux se rendent dans les zones humides du delta pour profiter de ces quantités illimitées de nourriture. Les nénuphars poussent à un rythme agressif et dominent très vite l'environnement. Ils abritent de nombreuses créatures aquatiques. Les petits oiseaux ont ainsi des plateformes flottantes pour chasser. Les grands oiseaux, tels les grues ou les hérons, vadrouillent également dans ces eaux. Quelques pélicans à bec tacheté font une rare apparition, tandis que les aigrettes et les tantales indiens arrivent par centaines. Les tantales remuent les hauts fonds en traversant. Leur grand bec fouille d'un côté à l'autre et attrape les poissons qu'ils chassent de leur cachette. Ces zones humides abritent d'innombrables êtres vivants à tous les maillons de la chaîne alimentaire. Ce sont des écosystèmes phénoménaux.
l'endroit parfait pour fonder une famille. Les jacanas à longue queue sont une espèce inhabituelle en termes d'éducation. Ce mâle appartient au harem d'une femelle dominante. Pendant qu'elle part chercher d'autres mâles avec lesquels s'accoupler, il reste s'occuper du nid. Les femelles pondent 4 œufs, et malgré ses attentions, il en a déjà perdu 3 à cause des prédateurs. Comme tout jeune parent, il attend nerveusement l'arrivée de son bébé. Quelques secondes après sa naissance, ce petit est des plus vulnérables. Il doit vite apprendre à se tenir debout. Avec l'aide de son père, l'oisillon fait ses premiers pas. Il ne met pas longtemps à contrôler ses pieds gigantesques. Les petits jacanas savent marcher, nager et plonger seulement quelques heures après leur naissance. Le père dévoué emmène bientôt son petit pour sa première leçon. Comment chercher à manger dans un monde aquatique? Leurs pattes immenses répartissent leur poids et leur permettent de traverser les nénuphars. Un deuxième mâle du harem est un peu plus angoissé. Il attend 3 enfants. Le premier est arrivé en avance et doit attendre que ses frères et sœurs le rattrapent. Dans les 2 mois qui vont suivre, leur père aura beaucoup de travail. Mais ensuite, il les laissera se débrouiller. Une fois à l'écart du groupe principal, ces macaques sont plus détendus. Ils sont prêts pour leur pause quotidienne. Un repos bien mérité. Et l'occasion pour tout le monde de rattraper son retard. Les mères peuvent nourrir leurs petits en paix. Surtout, c'est là que la troupe effectue son toilettage. Les jungles sont remplies de parasites suceurs de sang, et ce n'est pas facile de s'en débarrasser. Il faut souvent l'aide d'un ami pour nettoyer les endroits les moins accessibles. Le toilettage sert bien plus qu'à retirer des parasites. Il joue un rôle vital pour maintenir l'harmonie du groupe. Les groupes de macaques sont majoritairement composés de femelles. La plupart sont de la même famille et elles suivent une hiérarchie stricte. Cette hiérarchie dicte qui nettoie qui et pour combien de temps.
Une jeune mère montre son respect pour la femelle dominante en s'occupant du bébé de sa supérieure. Un geste qui nécessite une forte relation de confiance. Les femelles dominantes jouissent de certains privilèges au sein de la communauté. Elles ont une place plus sûre au sein du groupe. Elles mangent et se reproduisent avant les femelles inférieures. Leurs bébés héritent de ces privilèges. Ainsi, la hiérarchie est transmise d'une génération à l'autre. Au cours des premières semaines, les bébés macaques sont en contact constant avec leur mère. Ce côtoiement diminue peu à peu en grandissant, jusqu'à ce qu'ils soient complètement sevrés aux alentours de 6 mois. Après un bon repas, la plupart des jeunes préfèrent jouer que rester avec maman. Ils ne sont peut-être pas conscients de l'importance de ces jeux, mais ces petits forgent des liens essentiels à long terme. Les macaques femelles restent toute leur vie dans le groupe. En jouant, ces jeunes femelles établissent les fondements de relations qui dureront toute leur vie. Les jeunes mâles suivent une voie différente, et cela se reflète dans leur jeu. Vers l'âge de 5 ans, juste avant d'atteindre la maturité sexuelle, ils sont contraints de quitter le groupe et d'en trouver un autre. Ce mélange aide à garder un patrimoine génétique sain. Mais la vie en dehors du groupe est dangereuse. Plutôt que d'affronter ces dangers seuls, les jeunes mâles vont former des groupes de célibataires. Aujourd'hui, ils se battent, mais dans quelques années, ils reposeront les uns sur les autres pour survivre. En novembre, le Mékong est à son plus haut. Le fleuve déborde très loin dans les plaines d'inondation. Ce cycle annuel d'inondation dépose des sédiments riches en nutriments partout dans la région. Les couches se sont ainsi accumulées au fil des millénaires, durant lesquels le delta s'est étendu d'environ 200 km pour atteindre la mer de Chine. Les sédiments riches font de cette région l'une des plus fertiles au monde. Cette fertilité est à l'origine de l'extraordinaire biodiversité du delta. Si la vie de nombreux animaux dépend du Mékong, il en est de même pour le peuple vietnamien. Le delta du Mékong constitue le cœur de l'agriculture du pays. Près de la moitié des aliments du Vietnam sont produits dans la région. Les denrées se vendent sur d'immenses marchés flottants,
ou bien sont expédiés à travers le pays sur de plus grands bateaux. C'est l'un des endroits les plus animés le long du fleuve. Mais toute cette industrie a un prix. Alors que la formidable fertilité du delta est de plus en plus exploitée, l'environnement naturel en souffre. Seulement 10% des forêts naturelles de la région subsistent. À l'est du Mékong, se trouvent des poches de jungle qui ont survécu à l'expansion humaine. À 40 mètres au-dessus du sol, le tronc de ce diptérocarpe ressemble à n'importe quel autre arbre. Mais observons bien. L'apparition éclair d'un bec est la seule indication de ce qui se passe à l'intérieur. Profondément niché dans le tronc d'arbre, se trouve l'un des oiseaux les plus célèbres de l'Asie du Sud-Est, le calaobicorne. Les calaobicornes sont une espèce menacée, avec seulement 20 000 individus dans le monde. Ce mâle, aux couleurs éclatantes, a beaucoup de travail. À l'intérieur du tronc se trouve la femelle et leurs œufs. Cette espèce monogame niche dans les cavités des arbres. Avant de pondre, la femelle bouche l'entrée à l'aide de boue, de déjections et de pulpe de fruits. Elle laisse une petite fente, juste assez grande pour un bec de calao. Et son partenaire la nourrit à travers. Comme il y a peu de feuillage ou de branches, peu de prédateurs peuvent accéder au nid. Mais il y a un prix à payer. La femelle doit rester enfermée durant toute la période d'incubation et ne sortira que lorsque les petits se seront recouverts de plumes, soit 2 mois après la naissance. Après avoir nourri sa compagne, le mâle repart chercher à manger. Les calaobicornes sont de véritables merveilles de la nature. Ce sont les plus lourds des calaos, ce mâle pesant presque 3,5 kg. On dit que l'on peut entendre le battement d'ailes d'un calaobicorne à plus d'1 kilomètre de distance. Par-dessus son bec se trouve la fameuse corne. Pour les calaos, la taille, ça compte, car de plus grandes cornes ont plus de chances d'attirer un partenaire. Le mâle appelle la sienne. Une structure unique en creux à l'intérieur du bec fait résonner son cri distinctif sur plusieurs kilomètres. De retour au nid, la vie est un jeu de patience. Le mâle est la seule source de nourriture pour sa compagne. Il régurgite les baies qu'il a récoltées. Avec une longévité de 35 ans, cet incroyable travail d'équipe permet à un couple comme celui-ci d'élever de nombreux enfants au cours de leur vie. Comme la population de calaobicornes diminue dangereusement à cause de la déforestation, la survie de l'espèce en dépend. Mais il y a de l'espoir pour la faune du delta du Mékong. Le parc national de Tramchim. Un couple de grues antigones arrive en premier du Cambodge. Elles migrent ici chaque année pendant la saison sèche. Ces oiseaux impressionnants ont une envergure d'aile de presque 3 mètres et peuvent vivre jusqu'à 80 ans.
Le parc a été fondé en 1999 pour protéger l'écosystème unique des zones humides et les rares grues antigones qui y passent l'hiver. Malheureusement, il en reste moins de 2000 le long du Mékong. Le parc accueille actuellement 30 individus. Mais leur nombre augmente peu à peu. Ce ne sont pas les seuls à devoir être protégés. Des parcs comme celui de Tram Chim s'ouvrent partout dans le pays. Cela permet à de nombreuses espèces de s'implanter à nouveau dans un environnement naturel. Le puissant Mékong arrive bientôt au terme de son voyage. L'influence du fleuve s'étend largement à travers le delta supérieur du Mékong. Alors que les eaux riches en nutriments traversent le Vietnam en direction de la mer de Chine, elles laissent derrière elles une série d'habitats spectaculaires. Les ingénieux macaques exploitent au mieux leur monde aquatique. Les féroces gobies femelles continueront de s'affronter dans le sol des mangroves. Et dans quelques mois, les petits jacanas devront se débrouiller tout seuls, tandis que le Mékong se dirige vers la côte vietnamienne pour atteindre son ultime destination.